Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous passez un très agréable samedi. Bienvenue à notre compagnie dans La Voix est libre qui va s'intéresser aujourd'hui à un thème qui vous concerne, j'en suis persuadé. Soit parce que vous êtes vous-même un adepte des informations sur Internet, soit parce que vous vous dites, après tout, pourquoi pas. D'où ce titre un petit peu provocateur de cette émission, les informations sur Internet. Est-ce que cela signifie la fin des informations traditionnelles sur les médias traditionnels, que sont par exemple la presse écrite et la presse audiovisuelle? Pour en parler face à face, deux invités que je vous présente tout de suite. Je commence par vous, l'eurodame Carole Bellingar. Bonjour. Vous êtes la responsable du site Internet de France 3 Haute-Normandie. Face à vous, Thierry Rabillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Paris-Normandie. Et c'est vrai que France 3, comme Paris-Normandie, eh bien, il y a des sites Internet qui sont complémentaires des informations que vous pouvez découvrir soit dans les journaux du groupe de Paris-Normandie, soit sur France 3 Haute-Normandie. Alors, ce que je vous propose de faire, et je me sens concerné, comme peut-être beaucoup d'entre vous, on va essayer d'être un petit peu didactique en ce début d'émission. Pardonnez-nous, mais je crois que c'est peut-être pas mal quand même de faire quelques rappels. On va commencer par la base avec vous, Carole. Déjà, un site Internet, qu'est-ce que c'est? Alors, un site Internet, quand on parle d'un site Internet de médias, alors ça peut être un site un peu plus institutionnel, par exemple pour France Télévisions, qui présente l'entreprise, ses missions. Et puis, il y a les sites d'information. À France 3, on est découpé en régions et chaque région a son site d'information avec une adresse propre où on peut retrouver des articles et aussi les JT qu'on peut revoir. Alors, donc, si j'ai bien compris, il y a France 3 qui nous dit où on peut regarder les émissions à la télé, et puis il y a le site spécifique d'information que vous dirigez. Exactement, avec de l'information à la fois de la reprise de reportages et de sujets, mais aussi de l'information spécifique pour notre site Internet. Alors, ça, c'est important à comprendre. Du côté de Paris-Normandie, c'est la même chose? Effectivement, des titres, des éditions multiples, 10 sur 2 départements et un site unique, une marque unique, parisnormandie.fr, qui est à la fois la continuité, qui est le reflet des éditions et aussi du contenu exclusif, du contenu spécifique au site Internet pour le faire vivre toute la journée, quasiment 24 heures sur 24, je dirais même 7 jours sur 7, avec en plus de la photo, de la vidéo, donc des choses qu'on ne peut pas mettre sur le print. Est-ce que le public qui s'intéresse à votre site Internet est le même que celui qui lit les journaux? Il y a une partie, parce que la particularité de ce site qui est à la fois semi-payant, semi-gratuit, c'est les abonnés à Paris-Normandie ont accès gratuit au site Internet et nous avons aussi gagné forcément une autre population, une autre audience, des gens qui n'étaient pas forcément abonnés, qui n'étaient pas des lecteurs réguliers de Paris-Normandie et qui sont maintenant des internautes réguliers puisqu'on a des balises qui permettent de les suivre. Donc on sait qu'on a un public captif, on a des gens qui aiment bien venir tous les jours sur parisnormandie.fr pour suivre cette actualité en Haute-Normandie et même ailleurs, puisqu'on a, comme la plupart des sites, des informations générales, nationales, internationales, que ce soit en politique, en sport ou en économie. Alors, on va essayer de parler français. Cela dit, tout à l'heure, en préparant l'émission, je vous ai entendu dire que le flux du print arrivait dans le back-office. Yes. On va y revenir dans quelques instants. Et puis là, on va parler de Pure Player en anglais. Donc, alors, c'est dans le prolongement du site Internet. Là, ce sont des sites qui sont purement dévolus aux informations sur Internet. Exactement, il faut bien comprendre. En fait, ce qu'on appelle les Pure Players, ce sont des sites Internet qui ne s'adossent ni à un média, que ce soit une télévision, à une radio ou à un journal. Ce sont vraiment des sites Internet qui sont 100% info, mais qu'on ne retrouve que sur Internet. Comment est-ce qu'on pourrait traduire en français? On pourrait dire un Pure Player, oui, je sais pas, oui, un site 100% Internet. Oui, 100% Internet. C'est le cas de Rue 89 ou de Mediapart que l'on connaît, qui sont des sites qui ont été créés pour Internet et qui ne s'adossent pas sur une autre publication. Alors, et puis dans la région, Grand Rouen. Et dans la région, tout à fait, on a Grand Rouen, qui est d'ailleurs partenaire de Rue 89, qui est donc un site d'information sur Rouen et sa région, uniquement, voilà, qu'on retrouve uniquement sur Internet. Alors, on y voit déjà un petit peu plus clair. Alors maintenant, on va parler quand même, on va les évoquer, on y reviendra dans quelques instants, des réseaux sociaux. Alors moi, j'ai pas toujours bien compris la différence entre Twitter et puis Facebook. Pourtant, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes usages. Nous, en tant que site Internet, nous avons un compte Facebook et nous avons un compte Twitter. Facebook, c'est beaucoup plus populaire. Beaucoup de gens ont une page Facebook. Sur une page Facebook, en fait, on partage des photos, des infos avec ses amis. En compte Twitter, c'est des... Et France 3 a beaucoup d'amis? Et France 3, oui, on a plus de 10 000 amis. Oh, c'est pas mal quand même. Oui. C'est pas mal. Voilà, donc on partage avec nos 10 000 fans, c'est le nom, nos informations. Sur Twitter, ce sont des messages qui font 140 caractères. C'est plus professionnel. C'est plus professionnel. Disons que les gens qui sont sur Twitter, c'est moins grand public, ce sont plus des médias, des politiques, des institutions. Voilà, c'est plus l'usage de Twitter.
Et vous, Thierry, sur Internet, vous jouez aussi cette carte-là? On est exactement présent sur les deux. On a un petit peu moins d'amis. Facebook, on doit être à 9000. Après, j'ai pas relevé les compteurs hier avant de venir. Sur Twitter, on doit être à peu près aussi à 9000 personnes qui suivent le compte Twitter de Paris Normandie. Effectivement, ce sont deux usages complètement différents. Ce sont deux moyens de toucher d'autres lecteurs qui sont pas les mêmes. Et sur Twitter, effectivement, c'est plus quasiment un fil continu d'infos. C'est une sorte de fil AFP non officiel, où on peut suivre effectivement l'actualité des hommes politiques, des gens qui font l'économie, des gens qui font le sport. Et effectivement, ce sont des sources d'informations à vérifier, comme toutes les sources d'informations. Mais il se passe beaucoup de choses, effectivement, sur Twitter. Alors, justement, vous êtes journaliste et vous travaillez évidemment avec des confrères qui sont journalistes. Est-ce que tout ce que vous recevez sur ces réseaux sociaux, c'est pas un peu bidon parfois? Alors, pardonnez-moi si vous envoyez des informations sur les réseaux sociaux, mais c'est important quand même, parce que la crédibilité des journaux, quels qu'ils soient, y compris sur Internet, passe par la vérification des informations. C'est là où encore le métier de journaliste a encore toute sa place dans notre société. C'est être référent, donc ça veut dire vérifier cette information. Je dirais que Twitter ou Facebook n'ont pas fondamentalement changé notre façon de travailler. Avant, on a connu l'ère du fax, où aussi on recevait des kilos de fax toute la journée. Et dans les fax, il y avait des choses qui étaient anonymes, des choses qui n'étaient pas logotées, signées. Il fallait vérifier, on recevait de tout et de rien. Ensuite, il y a l'époque du mail. Effectivement, ensuite, le mail a un petit peu augmenté encore ce flux d'informations. Et aujourd'hui, on est sur des flux, effectivement, on reçoit beaucoup de mails et on reçoit beaucoup aussi de tweets, beaucoup de messages sur Facebook. Et ce sont des sources. Et bien sûr, parmi ces sources, il y a des choses qui sont crédibles, d'autres qui sont de l'ordre de la rumeur, au contraire de la désinformation. Et c'est tout le travail d'une rédaction comme France 3, une rédaction comme Paris Normandie, où il y a des gens professionnels qui sont derrière leur pupitre, derrière leur bureau, derrière leur ordinateur, et qui sont là justement pour recouper, vérifier et faire un travail journalistique qui permet aux médias d'être référents et d'être crédibles. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin, si vous le voulez bien, justement en comparant deux sites Internet qui sont complètement différents dans leur façon de travailler. Alors tout d'abord le site du Courrier Cauchois, un de nos confrères, très bien implanté dans ce pays cauchois, avec une presse qui intéresse beaucoup de gens. Ils aiment bien acheter leur journal, donc ça c'est important. Mais ils ont aussi un site Internet, et eux, ils ont choisi carrément la voie du tout payant. Et puis en face, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Carole, c'est le site du Grand Rouen, qui est complètement gratuit, deux façons de travailler qui sont parfaitement croisées, parfaitement différentes, mais qui sont probablement complémentaires, que je vous propose de découvrir tout de suite en compagnie de Marie Duménil-Adlé et de Didier Meunier. Nous sommes sur le chantier du raccordement de l'autoroute A150 entre Yvetot et Barentin. En plein reportage, David Leduc, journaliste au Courrier Cauchois. Quelques notes, une photo, mais aussi une vidéo. Depuis le lancement du site internet du journal en septembre, sa routine a changé. Maintenant que le reportage est fait, ça sera de l'écrire et d'envoyer éventuellement photos ou vidéos à mes collègues pour qu'ils puissent aussi, ajouter ce contenu-là sur le site internet. Retour à la rédaction du Courrier Cauchois à Yvetot. C'est Ghislain Anetta, rédacteur en chef adjoint, qui est chargé du site internet. Ici, pas de mise à jour quotidienne. Comme le journal, elle est hebdomadaire. D'ailleurs, les articles en ligne sont les mêmes que dans la version papier. Et comme dans la version papier, ils sont payants. On avait surtout envie d'être complémentaire et pas un produit supplémentaire. C'est-à-dire complémentaire, que le web soit un peu la vitrine de notre produit, de notre vaisseau amiral, qui est le journal papier, qui est le Courrier Cauchois, qui se vend à 50 000 exemplaires chaque semaine. Donc c'est lui qu'on veut promouvoir, c'est lui qu'on veut toujours mettre en avant. C'est un choix stratégique. Le Courrier Cauchois est un des poids lourds de la presse hebdomadaire régionale, le deuxième de France. Cette réussite a été longue à conquérir. Pourquoi risquer de fragiliser maintenant cet équilibre alors que le modèle économique de l'information sur Internet est encore à définir ? Certains ont fait un choix diamétralement opposé, n'existait que sur la toile, comme grandrouen.com, un site 100% gratuit. Les recettes de la publicité étant insuffisantes, 10% à peine, l'équipe fait aussi de la formation et de la création de sites web. L'équipe, une journaliste, un directeur, un webmaster. On ne peut pas couvrir le même champ que les autres. Sur les champs qu'on couvre, on peut être réactif. Mais on ne va clairement pas pouvoir couvrir autant d'événements à 2 qu'on peut en couvrir à 10 ou à 80. Le Grand Rouen, c'est plus une deuxième lecture, c'est-à-dire que si on ne traite pas un sujet, c'est pas forcément grave. Par contre, ce qui est important, c'est de traiter des sujets qui ne sont pas traités ailleurs et de les traiter différemment dans le cas où ils le sont.
Lancé en octobre 2011, Grand Rouen affiche 5000 visiteurs uniques par jour. Le Courrier Cauchois a lancé son site en septembre 2012 et ne veut donner aucun chiffre. 100% gratuit, 100% payant, deux stratégies économiques contraires. Laquelle est la bonne? Réponse dans quelques années. Thierry Rabillier, vous qui êtes, je le rappelle, rédacteur en chef de Paris Normandie, vous avez choisi une voie médiane. C'est-à-dire que votre site est ouvert à tous, mais une partie de ce site est payant. Bien sûr, puisque notre chiffre d'affaires est composé quasiment à 90% des recettes papier, du print. Donc ça reste notre navire amiral, ça reste notre terrain de bataille au quotidien avec notre réseau de diffuseurs. On a 1500 diffuseurs sur cette région. Et en revanche, on voit le site internet, on voit le numérique comme une source de développement au contraire du chiffre d'affaires, de se diversifier et donc de toucher d'autres annonceurs, une autre partie de la partie publicitaire qui existe sur cette région. Donc on voit ça plutôt comme des ressources complémentaires qui devraient augmenter au fil des années, sur 4 ou 5 ans, on espère atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 4-5 millions d'euros, ce qui est quand même assez considérable. Vous êtes d'accord avec la vision un peu philosophique et je veux dire confraternelle de Ghislain Anetta, le rédacteur en chef adjoint du Courrier Cauchois, qui dit « Mais attendez, on est des journalistes professionnels, je veux dire, il ne faut pas galvauder aussi notre métier. Et après tout, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas payant. » Mais rien n'empêche pas l'autre, puisque nous, on a une partie de l'actualité, une partie de l'information qui va être gratuite sur le site. Ça va être l'information, entre guillemets, qui est accessible partout, qu'on peut trouver de l'information, qu'on peut entendre sur les ondes de France Bleu, qu'on peut entendre sur les ondes de France 3 au journal. Donc il y a une partie de la formation que de toute façon, voilà, mais si on en veut plus, il faut payer. Et par contre, si on en veut plus, si on veut autre chose, si on veut des papiers d'analyse, du reportage, de l'enquête, effectivement, là, on laisse le papier payant sur le site internet, puisqu'il est payant sur le papier, et on a des lecteurs qui achètent en kiosque. Donc pourquoi offrir gratuitement sur le site internet quelque chose qu'on fait payer en kiosque? Il y a une démarche complètement schizophrène vers laquelle on ne souhaite pas aller. Alors, nous, à François, c'est un petit peu différent parce que, évidemment, on relève du service public et de fait, les rédactions, qu'elles soient web ou qu'elles soient justement télé, elles sont interconnectées d'ailleurs un petit peu comme vous, je crois, au niveau, les articles, évidemment, par définition, c'est ce qu'on va retrouver sur le site, peut-être autre chose. Comment ça se passe concrètement? On peut peut-être quand même l'expliquer à nos téléspectateurs. Nous, c'est quand même très différent de la presse écrite, puisque vous, ça reste de la presse écrite, on reste dans de l'écrit sur Internet, pas seulement, mais quand même. Et nous, voilà, notre média, c'est la télévision. Donc, il a fallu créer un site internet avec de l'écrit, faire des articles. Donc bien sûr, faire des articles autour des reportages. C'est pas un choc culturel, mais c'est une évolution quand même. Ça change beaucoup de choses. Donc on fait des articles autour des reportages que l'on diffuse, mais aussi l'idée c'est qu'on puisse apporter de l'actualité en continu, parce que dans cette maison on a l'habitude d'être prêt pour midi et pour 19h. Pour nos deux éditions sur Internet, on est bien sûr dans une logique de flux continu. Donc c'est pareil, dans la manière de travailler, ça change beaucoup de choses. Question importante. Il y a des choses qui nous rapprochent complètement, parce que nous aussi, la presse papier, on a tendance à terminer nos éditions entre 20h et 23h pour couvrir l'actualité sportive jusqu'au bout. Et ensuite, on est en kiosque à partir de 6h, dans les boîtes aux lettres, 6h du matin, 7h du matin. On avait tendance, avant, à arrêter l'information de 22h jusqu'au lendemain matin, avec la période de fabrication qui suivait les machines. Donc, alors qu'aujourd'hui, l'information, on peut, entre guillemets, la proposer, l'offrir ou la faire payer tout au long de la journée, et même très tard le soir, dans la nuit. N'importe quel internaute, un octambule, peut aller sur le site internet de Paris Normandie et lire l'information quasiment en temps réel. Question qui s'adresse à un responsable d'un journal important de la région. Est-ce que, d'une manière générale, de votre point de vue, la presse écrite ne s'est pas un peu tiré plusieurs balles dans le pied? D'abord, en ne prenant pas en route, parfois, ça n'est pas toujours le cas, le train de la presse gratuite, qui a un peu phagocyté quand même pas mal, en tout cas, tous les réseaux de petites annonces. Et deuxièmement, est-ce que le site internet, parfois, n'est pas suffisant à des gens qui sont à la limite d'acheter le journal? C'est quand même cher, un journal. Enfin, cher, c'est pas donné. C'est relatif. C'est tout relatif. Ça coûte moins cher qu'un café au comptoir. Non, je suis complètement d'accord. Mais pendant des siècles, le prix du journal était à peu près équivalent de celui du timbre. On n'en est plus là. Et donc, c'est un effort, mais qu'on peut comprendre, parce que c'est un travail. Et ça, il faut vraiment inciter. Moi, personnellement, j'achète des journaux. Je crois que c'est important. C'est un acte militant. Et donc, est-ce que c'est pas ça aussi la difficulté de se dire, est-ce qu'on va pas aussi vers une clientèle, peut-être, qui pourrait acheter les journaux, mais finalement, va se contenter de notre site internet? Est-ce qu'on les éloigne même pas, finalement, de l'achat du journal? On a dit ça quand la radio est arrivée, on a dit qu'elle allait tuer la presse écrite. Quand la télévision est arrivée, on a dit qu'elle avait tué la radio. Finalement, les trois médias existent toujours. Internet est arrivé, il y a toujours la télévision, il y a toujours la radio, il y a toujours la presse écrite. Et sans la presse écrite, aujourd'hui, la plupart des sites Internet d'information, y compris les pure players,
n'existerait pas ou serait beaucoup moins performant, serait beaucoup moins présent sur la toile, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que les quotidiens régionaux, avec leur rédaction d'une centaine de journalistes, parfois jusqu'à 200, leur réseau de correspondants qui couvrent un territoire immense, donc ce sont eux les pourvoyeurs d'information, ce sont eux les vigiles d'information. Et cette information-là, elle remonte par la presse quotidienne régionale. Et quand on s'aperçoit que nos internautes viennent aussi, sont des nouveaux, il n'y a pas uniquement des abonnés, pas que des lecteurs fidèles, on touche aussi une autre population. Vous êtes sur la révolution d'écrire, de proposer de l'écrit sur votre site internet. Nous, on a une révolution, c'est d'apporter de la vidéo, de l'image, du son. Et donc là, pour toucher une population plus jeune, on va dire les 15-35 ans, les gens qui ont grandi avec la couleur, avec ce qu'on appelle, notre jargon, l'image qui bouge. Donc on est maintenant contraint, on a envie aussi de leur offrir aussi cette possibilité-là de voir de l'information en image. Donc on a aussi des reporters qui sont capables de faire des reportages en vidéo. Et donc c'est tout l'intérêt du site internet. Sur le papier, on ne pourra jamais diffuser pour l'instant d'images. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence entre la presse écrite régionale et la presse nationale, voire internationale? Aux États-Unis, ça fait un peu l'effet d'une bombe. Le 31 décembre 2012, Newsweek a cessé sa parution papier et est passé au tout Internet. Et puis en France, si on prend La Tribune, si on prend François, si on prend d'autres journaux, bon, on s'est aperçu quand même que c'était un petit peu difficile pour eux. En Angleterre, The Guardian. Et puis à côté de ça, vous avez des journaux qui s'en sortent bien, oui, c'est ça, des journaux qui réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu, mais on savait quand même difficile. Alors, c'est pas ça la différence entre la presse écrite régionale, qui elle, justement, grâce au réseau de correspondants que vous évoquez, et la presse nationale qui finalement est en concurrence partout, y compris avec la télévision d'ailleurs. C'est pas ça un peu la différence? Après, il y aura toujours une révolution numérique qui est en train de se dérouler. On la vit, on y participe. Après, de dire à quelle échéance, en 2020, 2030, 2040, où les journaux papier n'existeront plus, ils seront remplacés uniquement par des éditions numériques sur tablette. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une déportation tellement des supports vers les supports numériques. La plupart des quotidiens arrivent à progresser sur le numérique. On s'aperçoit plus 8, plus 20, plus 30% d'augmentation de la consultation des éditions numériques. Donc effectivement, il y a un vrai marché à saisir ici, des gens qu'on va reconvertir ou des nouveaux lecteurs qui vont arriver sur la lecture numérique. Et donc là, effectivement, mais de faire un pronostic aujourd'hui, de dire quand est-ce que le papier va disparaître. On annonçait déjà la fin du papier pour les années 2010-2015. On s'aperçoit encore que le papier est encore fort. C'est encore ce qui fait vivre les entreprises de presse aujourd'hui, les éditeurs. Donc je pense qu'on a encore de belles années devant nous sur le papier. Voilà, je vais vous faire une confidence. Moi, je trouve que le journal papier, c'est presque proustien. C'est la Madeleine de Proust. On aime bien toucher le papier, sentir l'encre, et puis c'est quand même pas tout à fait la même chose. Quoique, il faut bien aussi convenir, les tablettes, c'est pratique. Alors, en télé aussi, ça évolue, ma chère Carole, puisque la télévision, donc on a accès à nos éditions sur Internet sans aucun problème. Il y a tout le travail que vous proposez avec votre équipe, et puis il y a ce phénomène du deuxième écran. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On teste ça en ce moment, le deuxième écran, c'est-à-dire que vous regardez une émission de télévision et en même temps il se passe des choses sur votre tablette ou sur votre smartphone. Parce qu'en fait on se rend compte que dans l'utilisation, ceux qui ont un smartphone ou une tablette l'utilisent beaucoup devant la télévision. Donc l'idée, c'est de chercher des connexions entre ce que vous regardez à la télé et ce qui se passe sur votre tablette. Par exemple, ça peut être dans une émission politique, pendant que vous regardez un invité politique, vous posez une question via un réseau social comme Twitter sur votre smartphone. Vous dites directement, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ou au contraire, je trouve ça très bien. Vous donnez votre avis, vous posez une question. Leur nature. Exactement. Et ça, après, ça peut être relayé en plateau. Ça peut être lors d'un match de foot. D'ailleurs, France 3 va le tester en région. C'est important. Ça. Voilà, ça c'est une expérience qui va être intéressante. Vous regardez un match de foot, tout d'un coup il y a un but, et bien là sur votre tablette ou votre smartphone, on vous donne la fiche du joueur qui a marqué le but, combien de sélections, combien de buts marqués depuis le début de la saison, etc., etc. Donc on va faire plein de choses, et je pense que voilà, l'un ne remplace pas l'autre, et moi je ne crois pas que Internet ça reste un support, on va pas être là pour supplanter complètement ni la télévision, ni la presse écrite, ni la radio, mais par contre les deux médias doivent apprendre à se nourrir l'un de l'autre. Et ça va être très intéressant. Continuons de parler français, les smartphones, c'est un phénomène très important. Alors donc vous l'évoquez, Carole, donc télévision, presse écrite, maintenant le Figaro, a un petit sigle qui permet, si vous flashez sur le sigle en question, d'avoir des informations supplémentaires. Est-ce que c'est prévu Nous, on l'a fait dès le départ. Alors c'est le QR code. Ah voilà, c'est ça. Tiens, on se demandait avec Carole, ça veut dire quoi QR code?
QR code à la signification anglaise, je laisse à Carole ça l'explication. s'appelle Voilà, c'est un petit carré Ouais. noir et blanc, des petites mosaïques. Effectivement, il suffit d'avoir une application qui est gratuite. Vous flashez, vous prenez comme une photo avec votre smartphone ou votre iPhone et vous accédez sur un site internet, un blog à une information qui est contenue à l'intérieur de cette petite Est-ce que ça, mosaïque. je ne dirais pas sauver la presse écrite, on est bien d'accord, surtout en région, il n'y a pas de raison qu'elle ne poursuive pas son avancée, mais est-ce que c'est pas un plus? C'est un plus. Moi, je ne crois pas aux outils, aux applications magiques qui vont nous sauver. Ce sont des plus, ce sont des facilitateurs, ce sont des passerelles vers des contenus. Donc, il faut s'en servir comme des outils, comme disait Carole, qui vont nous aider à donner accès plus facilement à de l'information. Mais de là en faire le petit produit miracle, le petit gadget qui va tout révolutionner et qui va nous permettre de sauver tout un secteur de l'industrie, je pense que là, on ferait fausse route. Alors, sur Internet, moi, il y a quelque chose qui m'étonne. À la limite, vous êtes médecin, vous allez chez votre médecin. Auparavant, vous avez mal quelque part, vous regardez sur Internet, et puis après, vous discutez avec votre médecin. Vous voulez être avocat, c'est la même chose. Et j'ai un peu l'impression qu'au niveau du journalisme, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, tout le monde joue à être journaliste en se disant, tiens, j'ai tweeté une information, j'ai envoyé une info, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il faut, peut-être, j'en suis persuadé, mais c'est vous qui allez nous le dire, qu'est-ce qui fait qu'il faut défendre, j'allais dire, cette profession, et comment on peut la défendre compte tenu du fait que maintenant tout le monde a accès à énormément d'informations. Votre point de vue, Carole? Au contraire, justement, il y a tellement d'informations, il y a tellement de flux que nous, on est là pour trier et pour dire attention, ça c'est de la rumeur, ça c'est de l'info, c'est vérifié. On est là pour ça. Et par contre, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce flux. Il ne faut pas avoir peur des commentaires ou d'internautes qui participent maintenant beaucoup. C'est très bien, c'est une grande chance pour nous. C'est aussi une nouvelle expérimentation de tenir compte des contributions, de tenir compte de l'avis des internautes. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste être là aussi pour encadrer et pour faire aussi un peu le tri. J'aimerais bien vous donner un exemple. Par exemple, quand il y a eu l'affaire du pont Mathilde, alors là, vous avez reçu des informations en voiture, voilà, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elles étaient vraiment très contradictoires les unes par rapport aux autres? Ce qui était très intéressant, alors après le pont Mathilde, on a eu un journal télévisé où on a parlé de la reprise des transports. Quand il y a eu les vacances scolaires, la rentrée, on voulait voir un petit peu comment ça allait être sur les routes. Nos équipes de reportage ont eu l'impression que c'était assez fluide. Alors que je me souviens, pardonnez-moi, je vous interromps, on a mis, comme vous d'ailleurs, les gens dès le lundi matin très très tôt en se disant ça va être la panique générale, exactement. La ville va être paralysée. On s'attendait à ça, faut être honnête. Et on s'attendait à ça, et c'est vrai que ça n'a pas été ce scénario-là, et c'est ce qu'on a rapporté dans nos journaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur notre page Facebook, ça n'a pas été tout à fait le même ressenti de la part de nos internautes. Et beaucoup nous ont dit, vous dites ça à la télé, sur France Bleu, ils ont pu dire la même chose, on a pu lire aussi la même chose. Nous, non, moi, j'ai mis 50 minutes de plus pour faire tel trajet. Et donc là, c'est intéressant. Et c'est là où il faut en tenir compte, c'est qu'après, dans un premier temps, on a mis ces reportages en ligne en expliquant que finalement, ça va, le trafic, on a fait un peu l'infotrafic en direct. Et puis après, c'était de dire, cette journée vécue par vous, parce que vous l'avez pas forcément vécue de la même manière, et votre avis vaut peut-être autant que le nôtre. Donc on a aussi le droit de le donner, et c'est ça qui est intéressant. Et vous, Thierry, vous avez aussi des exemples comme ça de perception de votre lectorat qui s'est traduite sur Internet par des choses qui étaient peut-être différentes que celles dont avaient rendu compte les journalistes. Cet exemple-là était très présent, puisqu'effectivement on attendait un chaos général. Donc quand on dit un chaos général, ça veut dire qu'une ville paralysée du matin jusqu'au soir, où on ne peut pas circuler, où les gens n'acceptent pas leur lieu de travail. Donc effectivement, les temps de trajet ont été plus longs, les gens se sont organisés, effectivement il y a eu des dysfonctionnements, effectivement il y a des gens qui ont passé plus de temps dans leur voiture, donc il y a une perception différente. Et ces gens-là, effectivement, quand on leur dit que la circulation a été fluide et que ça n'a pas été la catastrophe annoncée ce lundi-là, les gens qui ont passé un peu plus de temps en voiture, effectivement, ils considèrent qu'on désinforme, qu'on protège encore. On est toujours dans la problématique des journaux ou des supports d'information traditionnels qui sont toujours... Supports des institutionnels. Exactement, toujours à la solde des pouvoirs en place et qui sont là, qui désinforment. On est toujours dans cette grande peur, cette grande un peu... crainte de voir que les médias traditionnels désinforment au lieu d'informer. Mais ça existait avant-guerre, ça existe après-guerre, ça existe encore aujourd'hui. On est toujours dans cette problématique-là où les gens pensent que le média traditionnel est toujours, entre guillemets, pieds-mains liés avec les pouvoirs en place. Allez, un mot du maire Captan. Je sais que ça fâche beaucoup, surtout, on en a reparlé encore pas tellement longtemps, et on n'a pas fini d'en reparler d'ailleurs. Là, c'est pareil. Vous avez dû les uns et les autres être envahis d'informations, de tweets, de protestations. Comment ça s'est passé à Paris-Normandie? Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs quand même au début avec les odeurs. On a vécu ça sur les réseaux sociaux, notamment sur les internautes, sur des interrogations, des craintes. Les gens voulaient exactement savoir. Donc, ils venaient vers nous
puisqu'on est un média considéré comme référent, pour chercher de l'information. Où était la vérité par rapport à tout ce qui se racontait sur la toile et surtout par rapport au propre ressenti, parce que c'est très olfactif. Il y avait un décalage entre la nature du produit et ce que les gens en ressentaient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau de la préfecture, de l'Adréal, il y a eu peut-être un manque de communication au départ, parce que eux, ils avaient les vraies informations. On leur disait que ce n'était pas nocif ou dangereux pour la santé. Mais le problème, c'est que la population ressentait tout autre chose. Donc ils venaient vers nous pour rechercher l'information, pour dire mais qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc là, notre rôle a été entre guillemets de décrypter, d'aller au-delà des informations officielles qu'on pouvait avoir, essayer de trouver avec des spécialistes chimistes, des ingénieurs de l'INSA, pour savoir exactement quel est ce type de produit à partir du moment où on sait qu'on est dans une usine de lubrifiant qui met en contact différents types de produits. Après, il est entre guillemets assez simple de savoir quel type de produit en réaction peut être créé et puis donner cette odeur-là, parce qu'elle était très caractéristique. Alors nous, ce qui est étonnant, c'est que sur ce plateau, dès le journal de midi, le jour où ça commence à se développer, vous, la secrétaire générale de la préfecture qui est venue expliquer ce qu'elle avait à expliquer. Alors effectivement, il y a aussi un problème de d'IMAT. On est regardé, le journal de midi est très regardé, mais pas autant que celui du soir déjà. Et entre le midi et le soir, j'imagine que ça a dû quand même galoper au niveau des informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, sur Internet, il y avait énormément d'interrogations. On nous disait comment ça, c'est pas toxique. Enfin, on vous croit pas. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Et c'est aussi la limite, c'est que les gens sont pressés sur Internet parce qu'ils veulent aussi des informations tout de suite. Et des fois, il faut aussi expliquer qu'on a besoin de temps aussi pour faire un travail pour vérifier. Et ça, encore dernièrement, c'était sur un fait divers. Des gens parce qu'ils avaient lu quelque part tel fait divers, et nous, tant qu'on n'a pas vérifié toutes les informations, on ne donne ce qu'on a vérifié. Et ça, il faut l'expliquer, il faut le réexpliquer des fois, de dire voilà, attention, on peut prendre aussi 3 heures de plus ou une demi-journée de plus et attendre. Et ça, c'est compliqué parce que les internautes sont impatients. Alors, dernier exemple, celui de la neige. Bon, il y en a eu il y a 2 ans, vous l'avez évoqué Thierry, très justement, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé. Et c'est vrai que les pouvoirs publics avaient été accusés, à l'époque, le ministre des Transports en particulier, d'avoir sous-estimé l'importance des dégâts provoqués par la neige. Mais cette année aussi, il y a eu beaucoup de neige. Et là, Carole, on peut dire que là, les gens sont beaucoup plus participatifs en donnant des informations. Ouais, c'est aussi le plus par rapport à ce qu'on peut faire, nous, dans les médias traditionnels. C'est un vrai plus parce que, voilà, nous, on a donné à la télé les axes qui étaient coupés sur les routes, mais ça reste les axes majeurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur Internet, notamment encore sur notre page Facebook, les internautes, eux, s'entraidaient. C'était, vous pouvez passer par telle route, attention, tel axe est bloqué. Et là, c'est un vrai plus que nous, on peut pas apporter réellement. Et donc là, il faut vraiment jouer sur cette complémentarité. Pareil sur Paris-Normandie. Dans le participatif, on était aussi il y a 2 ans ou 3 ans, lorsqu'il y a eu le blocage des terminals pétroliers, où l'essence commençait à manquer aux pompes. Et là, on avait ouvert un grand forum sur le site de Paris-Normandie. C'était où trouver de l'essence et à quel prix. Et là, toute la journée, des pompes qui étaient encore alimentées à 10 heures le matin. À midi, ils étaient à sec. Donc les internautes postaient des informations, communiquaient. Et là, on est vraiment dans notre rôle où on participe à une communauté, à la vie d'une communauté. On est là pour l'entraide, pour l'aide. Et là, il n'y a rien de mieux qu'entre guillemets Internet, puisqu'on est quand même dans l'interactivité, dans le temps réel. Alors que si vous publiez le lendemain dans nos colonnes une carte avec les stations encore ouvertes avec de l'essence, au moment où vous imprimez, où le journal est entre les mains de votre lecteur, ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Donc il faut voir à Internet quand même les sites Internet d'infos qui sont adossés à un titre de PQR comme vraiment un complément d'information très utile. Donc, on en profite pour vous féliciter, qui nous regardez et qui envoyez ces informations sur les sites de Paris-Normandie ou alors de France 3 Haute-Normandie, et puis les autres sites d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas tout seul, bien évidemment. Bravo, ça c'est bien. On va continuer, puisqu'on parle d'informations. C'est l'heure des informations régionales. Elles sont présentées aujourd'hui par Émilie Lecomte. On se retrouve tout de suite après. Ah, bonjour Hugo. Hugo, notre expert en graines, est ici pour m'aider à parler de l'origine du nouveau fruit d'or, qui est issu de la pression d'un mélange de graines. Ah, tu as raison, de graines de lin. Donc le nouveau fruit. Ah oui, bien sûr, et aussi de tournesol et de colza. Donc le nouveau fruit. Quoi encore? Ah oui, parce que ces graines contiennent naturellement des oméga 3 et 6 et de la vitamine E, un antioxydant naturel. Content? Nouveau fruit d'or, naturellement bon. Elle est nulle pour tout, mais quand elle tape à la machine, elle est rapide. Une rencontre pleine de rebondissements qui va vous faire craquer. Populaire en DVD, Blu-ray et VOD. Redécouvrez Activia Nature dans sa nouvelle recette. Encore plus doux,
Vous allez l'adorer. Et pour une touche de saveur en plus, succombez aux Activia saveurs de Danone. Elle, c'est Sandy, conseillère du groupe immobilier Terla. Bonjour Monsieur Martin. Oui, votre appartement Saint-Tropez. Voici Lison, joignable à tout moment. Les clés de votre appartement. Et enfin, Pauline, elle aussi, toujours disponible pour ses clients. Oui, on a terminé votre Contactez-les appartement. au 06 38 495 594 et sur groupeterla.fr. Terla, promoteur engagé. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ménilmontant, 5 voix uniques réinventent les trésors de la chanson française. Qu'est-ce qu'on attendait pour être heureux? Ménilmontant, l'album. Aujourd'hui à Caen, Jean est spécialisé dans le soutien scolaire. Melvin, lui, est entraîneur sportif. Médiateur aussi, auprès des jeunes dans les quartiers. Il y fait référence. Pourtant, dans les années 70, Melvin et Jean ont défrayé la chronique. Georges l'a poliment interpellée. Elle a dit « Oui, monsieur ». Et on lui a montré les armes. On avait des armes. L'hôtesse, une jeune fille, ne travaillait que depuis 10 jours. Ce type la tenait par le cou avec un pistolet, comme ça, contre sa tête. Il était tellement nerveux, le pistolet était armé. Melvin et Jean ne sont pas des délinquants. Alors pourquoi ces deux-là ont-ils commis un acte les condamnant à l'exil? Quand la réalité dépasse la fiction, Melvin et Jean à découvrir aujourd'hui dès 15h25 sur France 3. Bonjour et bienvenue dans votre édition régionale de la mi-journée. Dans l'actualité de ce samedi, le président de l'association Edenvie et son épouse mise en examen hier est placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire de la Maison des Sablons. Une information judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds publics, abus de confiance, faux et usage de faux. Le couple est soupçonné d'avoir utilisé les fonds de l'association pour acheter des voitures et des vêtements de luxe notamment. Le Conseil général de Seine-Maritime avait pris courant mars, souvenez-vous, un arrêté de fermeture provisoire de la maison. L'association Edenvie placée en redressement judiciaire emploie 19 salariés. En bref, Hugh Leverdier condamné à 6 mois de prison avec sursis hier par le tribunal correctionnel de Rouen s'apprête finalement à faire appel de cette décision. L'homme agent immobilier connu sur la place rouennaise a été condamné pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il s'agit là d'un premier dossier puisque l'homme a été mis en examen pour une seconde affaire d'agression sexuelle, cette fois à l'encontre de 3 autres mineurs. Direction la zone industrielle du Havre à présent, où une nouvelle usine vient d'être inaugurée, un événement devenu rare de nos jours en France. 45 emplois ont ainsi été créés chez Osilub. C'est un site qui recycle les huiles de vidange pour obtenir une huile comme neuve. On voit tout cela en images avec Danilo Comodi et Merak Movsission. Des milliers de litres d'huile de vidange sont récupérés chaque jour en France. La moitié finira dans cette usine, sur la zone industrielle du Havre. Nous sommes chez Osilub. Ici, avec 4 litres d'huile sale, on en récupère 3, quasi pures. Nous avons la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de la production jusqu'au déchet final. Et donc c'est une façon de donner un avenir à des produits usagés et de transformer les déchets en des produits industriels de bonne qualité que nous recommercialisons ensuite. 55 millions d'euros ont été investis dans cette unité basée sur un nouveau procédé de recyclage, une distillation inspirée de la chimie qui assurera une bonne rentabilité indispensable à la création d'un site industriel. C'est pas tous les jours effectivement qu'on ouvre une usine dans notre pays. C'est pas tous les jours non plus qu'on ouvre une usine qui va durer longtemps parce qu'elle repose sur des principes nouveaux, ceux de l'économie circulaire, du développement durable et ça sera ça l'avenir de l'industrie. Osilub voulait d'abord s'implanter à Dunkerque et à Quevilly, refusé. Confreville-Lorcher a dit oui. Ici, les mauvaises odeurs ne font pas peur, surtout quand il s'agit de donner une nouvelle vie à des déchets. Il y a une industrie à inventer autour de ça, il y a des emplois, il y a une activité à développer. Moi, la terre de Gonfreville et la terre de l'agglomération havraise doit être une terre d'accueil là-dessus parce que voilà, on a des gens, on a un taux de chômage important, on a des gens qualifiés. Ici, ils seront toujours les bienvenus. Voici la pâte bitumeuse qu'il reste à la fin du recyclage. Elle finira sur les toitures et l'huile dans les voitures.
Ce week-end est, vous le savez, le premier week-end de vacances de Pâques de notre zone, mais aussi celui où le soleil pointe enfin le bout de son nez. Conséquence, beaucoup de monde ce week-end sur l'autoroute en direction du littoral notamment. La journée a été classée orange par Bison Futé. Certains d'entre vous s'apprêtent donc à prendre la route et ce pendant plusieurs heures, de longs trajets durant lesquels la somnolence parfois nous guette, un syndrome responsable de la moitié des accidents mortels en France. Du coup, les sociétés d'autoroute comme la SAPN font régulièrement des campagnes de sensibilisation. On voit tout cela avec Catherine Lecomte et Myriam Libert. Oh là là, mais t'as un coup de barre, mon nounours. Tu devrais t'arrêter un peu. Les oursons dorment derrière, on n'est pas pressé. Je crois que t'as raison. Je vais faire une pause à la prochaine aire de repos. Ce message de sagesse et de bon sens est de nouveau présent sur les autoroutes de la SANEF et de la SAPN. Campagne radio, affiche 4x3, tous les outils sont bons pour éviter le pire. Un tiers des accidents est toujours dû à la somnolence au volant. Ce phénomène, il peut arriver sur les trajets courts. 50% des accidents dus à la somnolence arrivent sur des trajets de moins de 2 heures. Tout le monde est touché, les personnes âgées, les jeunes, les conducteurs expérimentés, les conducteurs occasionnels. Et puis 50% des accidents, contrairement à une idée reçue, tous les accidents n'arrivent pas de nuit. 50% des accidents arrivent de jour. Et puis les deux périodes les plus propices à l'endormissement au volant, c'est la nuit de 2h à 5h et puis après le déjeuner de midi. Du coup, chaque année, 2 trimestres sont consacrés à cette campagne de sensibilisation, un message qui passe visiblement bien auprès des automobilistes. Je suis un bon rouleur et puis maintenant je prends le temps de m'arrêter. On n'a plus 20 ans, donc on se pose. Et puis tout d'abord à cause des enfants aussi, quoi. Il faut bien quand même s'arrêter de temps en temps. Et puis ici c'est assez agréable parce qu'il y a tout à la disposition. Pourtant, d'après les scientifiques qui l'étudient, l'endormissement au volant peut être sournois, voire invisible et d'autant plus dangereux. Les signes avant-coureurs, comme les bâillements ou les paupières lourdes, doivent être autant d'alertes à savoir repérer. Il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas le moment de l'endormissement, qui négligent, ils sont persuadés qu'ils sont restés réveillés, ils sont persuadés qu'ils n'ont pas dormi et ils ont dormi en fait. En 2012, 1085 personnes ont subi des examens au CHU de Rouen pour repérer ces phénomènes. Presque un quart de plus en un an, preuve que le réveil des consciences se décide enfin à sonner. On passe au sport avec les premiers résultats de ce week-end et du football. Et en Ligue 2, Le Havre qui se déplaçait à Clermont. Les Ciel et Marines qui ont fait match nul, un partout face à une équipe de Clermontois réduit à 10 à la 74e minute. Le HAC qui est 8e au classement. On passe au national maintenant avec le FCR qui recevait Vannes à Diochon hier soir. Les Diables Rouges se sont imposés 1-0. Même score pour Quevilly qui se déplaçait cette fois à Bourg-Péronnas qui s'impose donc en déplacement. Bonne nouvelle pour les Canaries qui restent pour l'instant 20e alors que les Rouennais sont toujours 11e. Et puis il y avait du basket également hier soir en Pro B avec la 31e journée de championnat et Évreux qui se déplaçait à Denain dans le Nord hier soir. La LM qui s'incline 74 à 70. Même chose pour les Rouennais du SPO qui aussi se sont fait battre par Pau Orthez, le leader, score 100 à 62 au classement. Le SPO est 7e devant la LM, 2e à un tout petit point de Pau Orthez. Avant de se quitter, comme chaque samedi, voici quelques idées sorties pour ce week-end. Direction d'Anville pour l'heure poétique et musicale. C'est un festival qui débute aujourd'hui avec une grande soirée d'ouverture dès 19h30 emmenée par l'Orchestre régional de Basse-Normandie. C'est en l'église Saint-Évroult. À Rouen, cette fois, retrouver la crème du taekwondo français puisque se tiennent tout ce week-end les championnats de France de taekwondo. C'est à la Halle Saint-Exupéry avec des compétitions et des démonstrations. À Dieppe, rendez-vous sous le soleil demain à l'hippodrome pour une journée de course. C'est l'ouverture de la saison. Au programme 6 courses d'obstacles et de trot. Et puis, si vous êtes fan de motocross, rendez-vous à Saint-Cyr-de-Salerne. C'est juste à côté de Brionne, dans l'heure où se déroulent les championnats de Normandie. 200 pilotes répartis dans 5 catégories sont attendus. Voilà donc de quoi passer de bonnes heures sous le soleil que l'on attendait. La météo complète, justement, ce sera juste après la Voix est libre consacrée à Internet. Aujourd'hui, je vous retrouve ce soir à 19h. En attendant, bel après-midi et à ce soir. Bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de La Voix est libre consacrée aujourd'hui à Internet et les informations sur Internet. Avec cette question un petit peu provocatrice, je le reconnais. Est-ce que Internet ne va pas tuer les médias traditionnels que sont la presse écrite et la presse audiovisuelle? En notre compagnie, Carole Belingar, je rappelle que vous êtes responsable du site Internet de France 3 Haute-Normandie. Face à vous, Thierry Rabillier, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Paris Normandie. Alors,
Vous savez, ça va très vite dans cette émission et on vous informe, j'allais dire presque comme sur Internet. Tout à l'heure, on a parlé du QR code. Alors bon, maintenant on sait ce que ça veut dire grâce à Stéphane Gaillard qui est intervenu personnellement, notre responsable régional. Alors Carole ? Quick réponse, et puis grâce à nos collègues qui sont en régie, qui sont aussi sur leur smartphone en nous regardant, on va le deuxième écran, on en parlait, et ben on y est, donc QR code, quick réponse. Voilà, donc comme quoi Internet c'est aussi culturel comme vous pouvez le constater. Alors on va aller un petit peu plus loin. Dans la première partie de l'émission, je rappelle qu'on a expliqué un petit peu ce qu'était un site Internet, ce qu'était un site purement consacré justement à des informations sur Internet qui n'étaient pas adossées, comme nous le sommes d'ailleurs à Paris-Normandie ou alors à France 3 sur un journal de presse écrite ou un journal d'information télévisée. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin sur l'avenir. Alors le présent et l'avenir, les deux étant liés, est-ce qu'on assiste, à votre avis Thierry, à la naissance d'un nouveau journalisme, véritablement ? Non, pour moi, le métier de journaliste n'a pas changé. Peut-être que le journaliste doit être plus réactif qu'il l'a été par le passé, puisque auparavant, on considérait qu'un journaliste avait quasiment une journée entière pour recouper une information, la vérifier, l'écrire et la mettre en page. Et aujourd'hui, effectivement, le journaliste doit être beaucoup plus rapide, donc il a besoin d'avoir des interlocuteurs plus rapidement. Il est à la fois sur l'aspect numérique et à la fois sur le papier. Donc, on demande peut-être aux journalistes aujourd'hui d'aller encore plus vite, mais ça n'enlève rien, entre guillemets, à l'ADN du journaliste, qui est, avant de publier une information, qu'on la publie sur le site Internet ou sur le support papier, le travail journalistique reste le même, c'est de vérifier cette information. C'est ce qui fait la différence entre des tweeters qui ne sont pas professionnels, où on va retweeter l'information d'un autre. Nous, lorsqu'un journaliste de Paris-Normandie ou un web de journaliste de Paris-Normandie découvre un tweet sur une information, il ne va pas la retweeter au nom de Paris-Normandie tout de suite, il va la vérifier, il va la contrôler, ou il va demander à un de ses collègues qui est spécialiste du sujet de lui dire « Est-ce que tu es au courant de cette information-là ?» Et avant que Paris-Normandie tweete l'information, on va prendre le temps de la vérifier. Donc il peut se passer, on en parlait tout à l'heure en micro avec Carole, il peut se passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, avant qu'on ait, entre guillemets, le temps matériel de vérifier cette information-là. Donc après, on va nous reprocher peut-être de ne pas aller assez vite, d'être en retard par rapport à ce qui se passe sur Twitter ou sur Facebook. Mais c'est indispensable, je préfère prendre mon temps, être un petit peu en retard par rapport aux gens qui sont non professionnels sur Twitter ou sur Facebook, mais de donner une information vérifiée. Tout à l'heure, vous avez évoqué, hors micro, la discussion que vous aviez avec Carole concernant justement la façon dont on percevait la réactivité par rapport aux informations qui étaient données sur Internet, et en particulier le nombre de pages lues, les thèmes qui sont les plus intéressants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même malgré tout un peu une course à l'échalote, dans le sens où le principal, c'est que ça ne devient pas de faire le buzz, c'est-à-dire véritablement d'avoir un maximum de réactions. Est-ce que vous n'êtes pas content finalement l'un comme l'autre quand à la fin de la journée vous dites « Tiens, aujourd'hui ça a bien marché » ou alors est-ce qu'il faut le voir d'un côté positif en se disant finalement ça nous donne une indication sur ce que les gens attendent? Bien sûr que on veut pas. Bien sûr, on est content quand on voit on fait une journée que ça a bien marché, on a eu de l'audience, on est content parce que ce qu'on veut d'abord, c'est être lu, donc c'est normal. Après, je veux juste revenir et c'est un rapport avec votre question. C'est vrai que les bases restent les mêmes, qu'on soit journaliste pour la télé ou pour le web. Évidemment, il faut vérifier ces informations, les recouper. Mais ce que ça change quand même, c'est le fait déjà d'avoir les contributions, je trouve, des internautes. Et c'est quand même l'approche, c'est-à-dire que on doit apprendre à être peut-être un peu plus humble, parce que des fois, le journaliste n'est pas forcément toujours modeste, et apprendre à dire qu'il n'y a pas que nous qui apportons de l'information. Voilà, c'est pas moi je suis journaliste, j'ai accès à des endroits privilégiés, je vais vous raconter la vie, comment ça se passe. Parce que la vraie vie, elle est aussi celle de nos auditeurs, nos téléspectateurs et de vos lecteurs. Voilà, et c'est vrai qu'avec Internet, on a une proximité qui peut se rejouer et il faut vraiment en tenir compte. Après, donc il faut en tenir compte de cette proximité. Donc pour qu'on ait des informations de nos internautes, il faut qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui nous suivent. Donc forcément, on va essayer de produire des informations pour qu'elles soient vues, lues le plus de fois possible. Après, on n'est pas là non plus pour faire le buzz, mais c'est vrai qu'on se rend compte dans nos contenus ce qui intéresse nos internautes. Et par exemple, c'était la semaine dernière, on a fait un article pour annoncer Alain Chabat qui venait sur notre plateau pour son film. Et bien cet article a été finalement très peu vu, alors que dans le même jour, on a fait une information sur l'Aveule qui Aveule les Roses, donc était à l'air libre, et les travaux. Ça a fait 3 fois plus que Alain Chabat. Parce que dans la région, tout le monde est allé à Aveule les Roses. Exactement. L'Aveule avait disparu, là, on donne l'information, c'est sûr que ça intéresse. Ça nous dit peut-être que pour les prochaines fois, il vaut mieux, si on doit privilégier, parce qu'il faut y a des choix à faire,
il faudra mieux faire le choix de l'actu locale, peut-être que de la star de cinéma. C'est pas ce qui intéresse nos internautes en tout cas. Alors, question un peu provocatrice, je vous la pose, Thierry. Allons-y. Alors, je me base d'ailleurs sur un livre que je n'ai pas lu, mais dont j'ai lu quelques bonnes feuilles quand même, de Bernard Poulet, qui a lancé un livre qui a fait un petit peu de bruit quand même, en début 2012, La fin des journaux et l'avenir de l'information chez Gallimard. Et lui, il parle des OS de l'information, qui font les 3-8 derrière leur ordinateur, qui voient pas trop la vraie vie, parce que finalement, le travail du journaliste, c'est quand même d'aller sur le terrain, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe véritablement. C'est pas un risque malgré tout. Là, J'ajoute. Lui, il parle aussi de ceux qui perdent le statut de journaliste et qui ont une feuille de paye avec un titre qui n'a strictement rien à voir et donc peut-être pas avec les mêmes règles déontologiques. Donc là, je vais vous rassurer, pendant l'exemple concret de Paris-Normandie, on a une rédaction à peu près d'une petite centaine de journalistes. Nous avons 2 journalistes qui sont des desks journalistes, des gens qui sont quasiment au bureau toute la journée, qui animent ce site internet, qui mettent en perspective, qui mettent en valeur l'information. Mais la majorité des journalistes, c'est-à-dire qu'on a à peu près 60-70 journalistes qui sont sur le terrain tous les jours. Et ce sont eux qui font l'information du site internet. Ce ne sont pas les 2 journalistes qui sont là pour animer, pour mettre des photos, rajouter des liens hypertextes sur l'information. C'est un peu comme des secrétaires de rédaction. Voilà, et ils mettent en forme, ils vont habiller l'information, mais cette information-là, elle vient du terrain, elle vient des correspondants, notre réseau de 300 correspondants de terrain, elle vient de ces 60-70 journalistes Pardonnez-moi, qui sont dans les agences. Oui, mais chez vos concurrents, vous êtes bien d'accord que c'est quand même un peu la tentation. On remplit un site internet avec des gens qui sont derrière un ordinateur à longueur de journée. D'où viennent les informations? Sont-elles vérifiées? C'est vrai que ça pose quand même des problèmes, parce que c'est facile à mettre en place. C'est très simple à mettre en place. On a vu dans votre reportage, notamment sur nos concurrents sur la place de Rouen, qui est Grand Rouen, où Sébastien Bailly explique qu'ils travaillent à 2, ou ils sont à 2 ou à 3. Donc même s'ils font des choix, leur site, il n'y a pas que 2 informations par jour. Ils vont chercher de l'information ailleurs. Donc ils reprennent les informations, ils réécrivent parfois, ils refont des liens. Donc effectivement, ils se servent, entre guillemets, dans le réservoir commun. Ils vont chercher de l'information chez nous, chez vous, chez d'autres confrères. Et ils mettent en... Est-ce qu'ils citent à chaque fois leur source? Oui, généralement, oui. Certains sont plus sages que d'autres. D'autres ont moins de scrupules à ne pas citer. Donc là, on fait un petit peu aussi la chasse à ceux qui viennent piller nos informations. Vous réagissez dans ces cas-là? Oui, un petit peu quand même. On leur fait une petite précision, on leur passe un petit coup de fil, on envoie un petit mail en disant que ce serait quand même la moindre des choses de citer quand même des gens qui en vivent. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, Philippe. Effectivement, nous, on est une société, vous êtes une entreprise aussi, on est une société de 260 personnes. Donc effectivement, derrière, il faut des chiffres d'affaires, il faut des ressources. On ne sommes pas des philanthropes à donner notre information. Est-ce que le grand danger des sites internet, c'est pas à terme Google? On sait la voracité de ce site alors dans le domaine de l'écrit, puisque Google se vante de pouvoir publier gracieusement des millions, je ne dis pas des milliers, mais des millions de livres de par le monde, dans toutes les langues, et puis veut avoir son propre site internet, son propre site de recherche. Ça existe déjà, bien évidemment, et c'est vrai que c'est considérable. Est-ce que c'est pas un peu le risque à long terme? Google, en même temps, on a besoin de Google, parce que c'est grâce à Google... Pour aller chercher des informations. Ah oui, mais maintenant même, les gens viennent chez nous grâce à Google, parce que certes, on va dire qu'il y a un pourcentage d'internautes qui se disent bon, qu'est-ce qui se passe sur France 3 Normandie aujourd'hui? Mais pardonnez-moi, ou alors qui cherchent une information sur Google et sur les lignes, tout à coup, ah bah tiens, sur France 3 ou sur Paris Normandie d'ailleurs, il y a une information. Et c'est beaucoup plus ça. J'ai une information qui m'intéresse, je recherche dans Google, j'ai des résultats et après je choisis le site selon le titre, selon la référence du site. Mais on a besoin de Google, donc c'est pas une menace. Il faut travailler avec, c'est incontournable. Je parlais tout à l'heure de l'évolution du métier. Est-ce que ce métier, en ce qui vous concerne l'un comme l'autre, en tout cas chez vous Thierry, ceux qui travaillent justement sur le site, et vous Carole en particulier, n'est pas un peu chronophage? Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas toujours avec dans la tête, et pas seulement dans la tête d'ailleurs, j'en suis persuadé, sur votre écran chez vous, toujours en train un peu de travailler et de vous renseigner sur savoir ce qui se passe? C'est sûr que c'est le danger, ça ne s'arrête jamais. Je le sais parce que j'ai vu des informations que vous avez publiées à des heures qui ne sont pas les heures de bureau. C'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà, c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que quand il se passe un fait divers ou un événement, certes, on est peut-être chez soi, mais on se dit c'est dommage. C'est quoi, c'est une drogue ou une passion? Non, c'est une passion, c'est pas une drogue. On arrive aussi des fois à déconnecter, très bien, mais c'est une passion de faire ce métier. Et je trouve que ce média est passionnant et d'avoir la possibilité à tout moment d'informer, c'est une chance. Donc il faut la saisir.
Bon, on a bien compris quand même, hein, c'est vrai, on la sent bien passionnée. Et chez vous, c'est pareil, vos collègues qui travaillent sur le site internet, et vous-même d'ailleurs, parce que je suis persuadé, Thierry, que franchement, bon, vous n'avez pas vraiment d'horaire, vous. Non, moi je suis tombé aussi dans Internet ces dernières années, effectivement. Moi aussi, La transition est facile, parce que je ne dis pas que vous êtes de la vieille école, mais vous avez connu. Carole, elle est jeune, donc elle a démarré avec Internet pratiquement. Vous avez connu l'évolution. Ah, moi j'ai connu l'évolution, effectivement. Je suis né, j'ai grandi avec le print, après j'ai vu arriver le web, même si je suis un jeune quadroit, on va dire, mais j'ai connu l'arrivée d'Internet, donc je me suis adapté aussi à Internet. Effectivement, Internet répond à une sorte de frustration qu'on peut avoir, comme tout journaliste, lorsqu'on nous dit qu'on doit imprimer les plaques, doivent être envoyées au roto à 23h et qu'on peut publier d'informations. Quand on a une information à 23h30 à minuit, on est toujours frustré d'attendre le lendemain, donc après en queue, ça sera le surlendemain. Donc avoir Internet, d'avoir un site Internet qui permet de donner l'information tout de suite en direct, effectivement, ça répond quand même à une frustration. Moi, je le vis plus comme un antidote à la frustration qu'on avait avant lorsqu'on était uniquement sur le papier. Bon, toute dernière question, très rapidement, vraiment très rapidement. Le suicide du médecin de Koh-Lanta, réseaux sociaux, le type en pouvait plus, etc. C'est pas aussi, en conclusion, un peu, quelquefois les excès aussi, les risques? Bien sûr, ce sont les excès des réseaux sociaux. Après, on peut pas. C'est le jeu aussi. Hein, on laisse par la porte ouverte. Les gens peuvent commenter, peuvent s'exprimer librement. On peut pas interdire ça. Après, nous, en tant que médias, quand ça se passe sur nos pages, là, on doit l'encadrer et modérer, évidemment. Pareil pour vous, Thierry. Bien sûr, je pense pas qu'on peut pas mettre tout sur le dos des réseaux sociaux, d'Internet. Ce n'est pas, entre guillemets, le mal du siècle. Il y a eu aussi des suicides sur des informations qui sont parues dans la presse écrite, sur l'audiovisuel. Et puis, il y a eu des, entre guillemets, malheureusement, des suicides avant l'apparition des sites Internet, avant l'apparition des réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas non plus diaboliser ces médias numériques qui ne sont pas la cause de tous les problèmes de cette société. Bon, merci Thierry, merci Carole d'avoir avec passion parlé de ce mode de communication qui existe déjà depuis un certain temps mais qui ne cesse de se développer. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Madame Fourneron, ministre des Sports et de la Jeunesse, en compagnie de notre rédacteur en chef Franck Leroy. Merci à vous, à très bientôt.